Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 24 heures en Alsace, toute l'actualité de ce lundi 15 avril. On va parler cinéma ce soir avec Pio Marmaille, l'acteur strasbourgeois, à l'affiche de l'excellent drame familial d'Audrey Diwan. Ça s'appelle Mais vous êtes fous, c'est en avant-première ce soir à l'UGC Cinécité de Strasbourg en salle le 24 avril à découvrir dans cette émission. On parlera sport évidemment comme chaque lundi avec Marine Sis, on parlera volleyball notamment, les filles de la SPTT Mulhouse assurées de finir en tête du championnat et vous découvrirez le floorball que vous avez entreaperçu sur ces images également du handball, du basket, du football au menu. Et bien sûr, comme chaque lundi, Nicolas Riffel nous fera découvrir le meilleur des cuisines alsaciennes, côté chocolat, évidemment à l'approche de Pâques de ce week-end. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Cécile Motz. Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne de ce lundi 15 avril, des cours de natation dès l'école maternelle. C'est l'annonce faite par la ministre des Sports. Le but, lutter contre un phénomène inquiétant et en augmentation, les noyades chez les enfants. Reportage à la piscine de la Kibitzenau. Les élections européennes, c'est pour bientôt et en cette occasion, quoi de mieux qu'un flash mob pour mobiliser les votants. Et enfin, en cette journée mondiale de l'art, retour sur la première édition du Contemporary Art Fair à Paris. 80 galeries d'art internationales se sont donné rendez-vous au Parc des Expositions, rencontre avec des artistes alsaciens. Mais pour commencer, dans moins d'une heure, Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision après 3 mois de grands débats, 2 millions de contributions en ligne, 10 000 réunions locales et 16 337 cahiers de doléances. Le président de la République devrait annoncer les premières mesures qu'il souhaite mettre en place. Pour lui, l'enjeu est de donner un second souffle à son mandat, un enthousiasme pas forcément partagé par les citoyens rencontrés par nos journalistes dans les rues de Strasbourg. Ils réagissent par rapport à toutes les manifestations qu'il y a eu depuis l'année dernière. Je ne crois pas au miracle et que ça représente beaucoup de travail, ce que le président peut avoir à faire. Moi, pour pas vous mentir, j'attends rien du tout. Mais rien du tout. Déjà le grand débat, j'attendais rien du tout. Et de base, il avait posé les choses. Il a dit qu'il allait rien changer avant même le grand débat. Donc je pense que sur ce point-là, il n'a pas menti. Je pense que, étant donné la situation actuelle du pays, il ne va pas pouvoir mettre en place des mesures fortes pour, par exemple, faire cesser le mouvement des Gilets jaunes. Éducation, retraite, environnement, autant de sujets sur lesquels les Strasbourgeois aimeraient que le président annonce des mesures. Ce soir, seules les grandes lignes des chantiers prioritaires seront énoncées, mais mercredi 17 avril, le président de la République s'exprimera à nouveau lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Il présentera là de nouvelles mesures. Éviter 330 noyades d'enfants par an, voilà l'objectif de la ministre des Sports. L'ancienne championne de natation, Roxana Maracineanu, souhaite mettre en place un plan intitulé Aisance aquatique. L'objectif est de familiariser les écoliers avec l'eau, et cela dès la maternelle. À la piscine de la Kibitzenau, apprendre à nager est déjà possible dès l'âge de 4 ans. Reportage Entre les gouttes, Fanny Kunz. Ils ont entre 4 et 12 ans et profitent des vacances pour se jeter à l'eau. À la piscine de la Kibitzenau, le team Strasbourg encadre le dispositif J'apprends à nager. Alors que le gouvernement déploie un plan d'action afin de réduire les noyades accidentelles chez les moins de 6 ans, ici, on enseigne la natation aux enfants dès l'âge de 4 ans. Les enfants, ils sont tous différents et ça dépend des capacités de chacun. Mais quand même, il y a des enfants à 4 ans qui sont capables d'apprendre vraiment à nager. Dans les espaces qui n'ont pas de pieds, ils arrivent à nager sur le dos et sur le ventre. Mais on va dire plutôt flotter et bien débrouiller dans l'eau et respirer, lever la tête, de nouveau mettre la tête dans l'eau et continuer de nager. Au moins 70-80% des enfants, après 10 séances, ils arrivent à nager vraiment. Le plan Aisance aquatique lancé par la ministre des Sports Roxana Maracineanu comprend 2 parties. À l'image des classes vertes, des classes de piscine devraient être déployées dès la maternelle, avec 2 séances d'apprentissage quotidiennes durant une semaine. Dans un deuxième temps, ce sont les parents qui seront mis à contribution.
Des vidéos d'apprentissage seront mises en ligne afin que les parents accompagnent plus facilement leur enfant vers le monde aquatique. Pour Olga, c'est une bonne chose, mais rien ne remplace le moniteur de natation. Pour moi, c'est toujours mieux pratiquer avec une personne qui est formée pour faire ça. Mais par exemple, apprendre à nager avec un parent ou avec un entraîneur, avec un moniteur, pour moi, avec un moniteur, c'est toujours mieux. Parce que nous, on a beaucoup plus des expériences, on a vécu plus des situations en plus. Mais chaque parent, il suit tous les caprices de ses enfants. Il faut quand même être un tout petit peu strict pour apprendre des choses. Lancé dans 2 écoles parisiennes dès aujourd'hui, le plan Aisance aquatique devrait s'étendre au reste de la France à partir de la rentrée scolaire 2019. J-41 avant les élections européennes. Alors si la campagne politique n'est pas encore lancée, diverses animations sont déjà organisées par des associations et cela pour mobiliser l'opinion publique. Et pour lancer les festivités, un flash mob était organisé devant le Parlement européen. Dress code à respecter, ballon jaune et tenue bleue. Adeline Piron et Anna Britz. Un dress code, le bleu et jaune. Une attitude, la bonne humeur. Voici quelques-uns des éléments indispensables pour participer au Flash Mob Hop Europe. Un projet conduit dans le cadre de la campagne pour les élections européennes par la Maison de l'Europe, Strasbourg-Alsace. Un grand nombre peut voir ce flash mob sur la rue et peut-être même participer. Ça peut mobiliser aussi les jeunes pour voter, bien sûr. C'est toujours mieux de voter et c'est vraiment important que nous aussi, nous avons ce voix et ce pouvoir. Et c'est maintenant vraiment important de voter pour une Europe qu'on souhaite. À l'initiative du flash mob, la chorégraphe Karine Saporta, si elle fréquente plutôt les scènes de théâtre, les scènes de rue l'inspirent dans ce cas. Après avoir imaginé la Parisienne à Paris, puis la Francilienne en Île-de-France, elle a décidé de changer d'échelle avec sa nouvelle création. C'est formidable, les danses qui relient, qui associent, qui connectent. Il faut absolument revendiquer notre identité européenne à travers la danse, qui est porteuse de messages et qui peut nous faire lutter contre le numérique et montrer qu'on est bien charnel et que l'Europe, c'est pas abstrait, c'est concret. Avec toutes ses composantes, l'Europe aujourd'hui est une sorte de plateforme. On parle beaucoup de plateforme pour tout ce qui est économique, mais là, c'est une plateforme pour moi sensible et intellectuelle, l'Europe. C'est là où on questionne les notions de liberté d'expression, de rapport aux droits d'auteur par rapport au copyright. On questionne beaucoup de choses qui, moi, en tant qu'artiste, m'interpellent et m'intéressent. Et je voudrais qu'on continue à débattre en Europe. Pour débattre en Europe, il faut qu'ensemble, on se sente en lien avec les Allemands, nous les Français, en lien avec les Espagnols, nous les Français, en lien avec les Autrichiens. Donc il faut qu'on continue à nous parler. De nouveaux rassemblements sont prévus à Strasbourg le 5 et le 19 mai, mais aussi à Bruxelles. Avis à ceux qui aiment la danse et l'Europe. Les élections européennes, elles, se tiendront le 26 mai. Hier, c'était jour de course à l'hippodrome de Heurt. Une centaine de chevaux et autant de jockeys se sont affrontés pour les 8 prix proposés. Dans la 5e course, 15 trotteurs ont concouru pour remporter le prix national Alsace 20. Et pour gagner, il fallait jouer le 7. Il s'agissait de Earl Chick. Cela fait 2 ans que votre télévision régionale parraine un prix à l'hippodrome de Heurt. Plus d'explications avec Adrien Laby. Et cette fois-ci, le départ est validé pour cette 5e course du jour, le prix Alsace 20. Les courses hippiques, c'est important. Les courses hippiques, d'abord, c'était une course nationale qu'on a sponsorisée aujourd'hui. Et puis, je pense que le monde hippique, le monde du cheval, touche énormément de gens. J'ai quelques chiffres, 6500 emplois directs et indirects, plus de 10 000 chevaux dans notre région, donc le cheval c'est quelque chose qui compte et je pense qu'Alsace 20 se doit d'être là où se trouvent les gens le dimanche. Voilà, et aujourd'hui il y a plein de gens ici à l'hippodrome et c'est super sympa. Ça nous permet de faire découvrir le monde des courses à l'ensemble du public alsacien. Alors c'est aujourd'hui une course nationale qui se déroule de très très belle manière. On aurait aimé un peu plus de soleil, mais l'essentiel c'est que les courses soient belles et qu'on ait des très beaux vainqueurs.
Allez, on fait la photo avec toute l'équipe d'Alsace 20. Direction Paris, tout le week-end se tenait la première édition française du Contemporary Art Fair. Rendre l'art accessible, voilà le dessein du salon. Et pour ce faire, 80 galeries d'art internationales se sont donné rendez-vous au Parc des Expositions. Parmi elles, des artistes alsaciens. Nora Boriwa les a rencontrés. Petite sœur du salon Art 3F, Contemporary Art Fair a lancé sa première édition à Paris. Ici, la place est faite uniquement à des galeries d'art qui présentent un large spectre de l'art contemporain. Les 3000 œuvres s'inscrivent dans le courant de l'art abordable et accessible à tous les budgets, que ce soit pour les amateurs d'art ou collectionneurs expérimentés. Je dis toujours, la qualité de l'œuvre et l'émotion de l'œuvre n'est pas en rapport avec le prix. On peut trouver un tableau à 500 € qui procure plus d'émotion qu'un tableau à 5 millions d'euros. C'est un petit peu l'idée là, c'est de créer l'émotion et puis si on a un coup de cœur, on repart avec sa toile ou sa sculpture. Contemporary Art Fair réserve également un espace de 250 mètres carrés à l'art urbain. On y découvre la toute nouvelle galerie strasbourgeoise créée il y a 1 mois et demi, Malagasha Gallery. Elle propose des œuvres d'une quinzaine d'artistes. Mais justement, l'art urbain qui vient de la rue est riche et varié et c'est pas justement que des graffitis qu'on peut voir. Il y a autant des choses figuratives, du graffiti pur, de l'abstrait, de la géométrie. Et voilà, je trouve que c'était important que les gens découvrent ça et ne pensent pas que c'est peut-être une forme de sous-art ou quelque chose dans l'esprit. Le concept Contemporary Art Fair ne sera présent en France qu'à Paris avec une seule exception, Mulhouse, sa ville d'origine où on trouve un espace galerie lors des éditions Art 3F. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée Olivier Anne. Vous pensiez comme moi que la bonne odeur des bretels alsaciens, c'est seulement pour la période de Noël. Eh bien non, le site 100% alsacien, bredele.fr, vous propose toute une série de recettes de bretels de Pâques. Des œufs, des moutons ou des lapins plus tentants les uns que les autres. Et bien sûr, ils vous vendent également tous les accessoires pour les réaliser. Merci beaucoup Cécile, on vous retrouve demain. Pas demain, pas du tout, ce ne sera pas vous. Merci beaucoup pour ces infos. On va accueillir les invités de la première partie de cette émission avec Marine Zis qui va nous accompagner tout au long de cette heure. La réalisatrice Audrey Diwan et l'acteur Pio Marmaille, venez vous installer. Ils courent beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont en avant-première à l'UGC Cinécité de ce soir. C'est pour le film Mais vous êtes fous. On en parle dans un instant, juste après la météo de Célia. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien chez vous. On se retrouve pour votre bulletin météo de ce mardi. Il fera frais, mardi matin, mais regardez plutôt la carte en cette matinée. Toujours pas mal de nuages malgré des passages d'éclaircies sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Et comme je vous le disais, il fera très frais. Mardi matin, regardez, 2 degrés prévus sur l'ensemble du Bas-Rhin, 2 degrés également du côté de Mulhouse ou encore de Bâle, 4 degrés la maximale, ce sera pour Colmar. L'après-midi, 16 degrés, de la pluie prévue sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Également un temps très humide partout et des températures qui grimpent. En après-midi, comptez 15 degrés du côté de Wissembourg jusqu'à Strasbourg, 14 degrés ce sera pour le col de Saverne ou encore pour Colmar, 13 degrés la minimale alsacienne, ce sera pour Mulhouse, 13 degrés également du côté de Bâle. Un petit coup d'œil sur vos prévisions de mercredi maintenant avec un temps un petit peu plus instable, toujours beaucoup de soleil prévu cette fois du côté du Haut-Rhin ainsi que dans le nord de la Suisse, toujours pas mal de passages nuageux dans le nord du territoire et des températures qui grimpent, vous le voyez, 19 degrés prévus mercredi après-midi sur l'ensemble de l'Alsace, entre 18 et 19 degrés également dans la région du Bade-Wurtemberg et jusqu'à 20 degrés, ce sera la maximale mercredi après-midi du côté de Bâle. Mardi, nous serons donc le 16 avril et nous fêterons les Benoît-Joseph. Le soleil se lèvera à 6h37 pour se recoucher à 20h21, on gagnera 3 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment en notre compagnie. À très bientôt. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr.
Et on va parler cinéma dans cette émission avec Audrey Diwan et Pio Marmaille. Ils sont un petit peu dissipés, mais c'est parce qu'ils sont arrivés en courant. Pio, vous êtes le régional de l'étape, vous êtes strasbourgeois. 100%. C'est vous qui avez conduit pour venir, Alsace. parce qu'on est dans le quartier de la Méno, ici, dans les studios d'Alsace. Vous avez grandi à quoi, à 500 mètres d'ici? Au Neudorf, ouais. Vous êtes à la maison, quoi. Plus ou moins, ouais. C'est vous qui avez conduit pour venir? Non, c'est notre très charmant Salomon, pilote d'exception malgache. J'aurais peut-être aller plus vite avec vous encore. On va parler de ce film dans un instant. Vous jouez le rôle de Roman Clementi, marié, père de famille plutôt bien installé dans la vie, mais accro à la cocaïne, que vous prenez en cachette évidemment. Une nuit, l'une de vos filles fait une violente crise à cause de vous. Vous l'avez contaminé malgré vous. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Elle respire plus. Roman, elle respire plus. Roman! Cartouche pas. Elle est brûlante, appelle l'ambulance. On a fait une batterie d'examens, des analyses de sang, un scanner. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-nous. On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme. Quoi? Mais il y a forcément une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école? Je travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame. Quoi? C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux. Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je veux voir mes enfants! C'est moi. C'est toi, quoi? Tu penses à toi? Et depuis quand? Des années. C'est sérieux, monsieur Clémenti. Je les ai pas drogués. Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi? Il faut qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air. Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari. Ouais, il faut qu'on se sépare aussi, c'est ça. Juste un truc. Tu me crois? Il nous ment depuis des années. Non plus, j'ai rien vu. Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles. Pour nous, c'est comme s'il était mort. Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner? Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas. Audrey Diwan, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. À quel moment on entend ce genre d'histoire un petit peu dingue, de familles qui explosent, de parents qui contaminent leurs enfants? Et à quel moment on se dit, tiens, ça peut faire une histoire, on pourrait en faire un film? C'est un hasard total. C'est par le biais d'une amie que j'ai rencontré la femme dans l'histoire. Et qu'on était dans un parc, j'avais mes enfants. Et à un moment, elle les a regardés, elle m'a dit « T'as de la chance de les avoir, toi ». Phrase curieuse. Et on s'est retrouvés toutes les deux seules. Et ensuite, on a discuté extrêmement longtemps. Elle m'a raconté là où elle en était, c'est-à-dire une semaine plus tôt, elle avait une vie qu'elle qualifiait elle-même de normale. Et une semaine après, elle avait découvert l'addiction de son mari, la contamination de toute la famille. On leur avait même retiré les enfants. Et elle était, voire soupçonnée, elle qui n'avait jamais touché une cigarette de sa vie, d'y être pour quelque chose. Donc c'était à la fois terrible, et en même temps, quand elle me parlait de son conjoint... C'est un drôle de métier, pardon, parce qu'on entend une histoire terrible, on se dit, ça ferait un super film. Oui, moi j'adore le malheur des gens. Non, mais en fait, ce qui était fou, c'est que quand elle parlait de lui, il y avait de la colère, mais il y avait de l'amour. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort et puissant, et en fait, c'est peut-être ce qui m'a hantée, ce qui m'a donné envie d'écrire. Outre le fait que j'aime voler l'histoire des gens, je veux dire. Et voilà, quoi. Ensuite, j'ai réfléchi plusieurs années. Ensuite, je lui ai demandé si elle m'y autoriserait. Vous avez dit colère et amour. On va parler de l'amour dans un instant, promis. Mais la colère, c'est ça. La première chose, c'est cette cellule familiale qui explose complètement parce qu'il y a le mensonge, il y a la trahison, il y a la drogue, il y a les enfants qu'on se fait retirer. Enfin, c'est une chute, une explosion terrible. Je sais pas si c'est la colère. En fait, surtout, moi, je trouve qu'il y a du suspense dans cette histoire. Et c'est un peu à cet endroit qu'on a essayé de travailler tous ensemble, c'est-à-dire à la fois raconter cette histoire d'amour et la nimber d'un suspense permanent, de sorte qu'on ne sait jamais où les choses vont tomber, comment ça va finir. Donc mélanger un peu les grammaires et être dans on appelait ça un genre de thriller intime, quelque chose de cet ordre-là. Oui, j'ai dit drame familial au départ, mais il y a un peu de ça, mais pas que. Pio, c'est ce qui vous a séduit aussi peut-être dans ce film, dans ce personnage? On est sur plusieurs registres un petit peu. Oui, je pense qu'il y a cet aspect-là du film qui m'a... Enfin, en tout cas, l'écriture qui est surgie assez rapidement. C'est effectivement, il y a différents types de cinéma, différentes mouvances à l'intérieur du récit. Et en même temps, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai que c'était un film, quand je l'ai lu, où je me suis dit ça va pas être évident tout de suite. C'est pas un film qui est tout de suite faisable rapidement comme ça. Ça va demander beaucoup c'est un film qui est un peu sur le fil. C'est que ça peut être réussi comme ça peut être complètement raté. C'est que ça demande beaucoup d'investissement émotionnel et humain.
parce qu'on raconte aussi l'histoire de quelqu'un, enfin d'un couple, même si c'est, il y a une part de fiction, mais c'est vrai qu'il y a, c'est pas les situations évidentes, quoi. Donc ça demande beaucoup de finesse, quoi. On vous a connu dans des rôles un petit peu plus exubérants, là vous êtes un peu plus renfermé, posé. Est-ce que ça a été une difficulté pour vous de jouer un rôle différent de ce que vous avez l'habitude de faire ? Non, c'était pas une difficulté. Justement, c'était très excitant. Je pense le fait d'essayer autre chose. Après, l'investissement il est le même, que ce soit dans l'exubérance, dans le trop-plein ou dans la retenue, dans la pudeur. C'est toujours, moi, je m'investis de la même manière. Mais c'est qu'une question, en fait, c'est aussi une question de direction. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre une autre direction, mais Audrey a pris cette direction-là. Et j'en suis assez heureux parce que j'ai envie de retravailler ce type de choses. Il y a cette retenue-là, effectivement, vous le disiez, ce personnage, il doit récupérer ses enfants, reconquérir sa femme quelque part, il doit se soigner. Tout ça, c'est jamais des grandes phrases, il dit pas je vais me battre, c'est pas moralisateur, on est dans cette pudeur, dans cette retenue-là quelque part. C'est une question pour tous les deux en fait. Moi, je ne cherchais que ça en fait. On a beaucoup travaillé, investi les silences, le double sens des mots, ce qu'on arrive à se dire et puis ce qu'on n'ose pas dire. Enfin, je veux dire, dans la vie, c'est comme ça. C'est pas évident de dire les choses. Et en fait, tout ça pour faire émerger la question qui était centrale dans le film, qui était celle de la confiance. Jusqu'à quel point on peut faire confiance à l'autre quand on a été trahi. Je me suis toujours raconté que cette drogue jouait un peu le rôle d'une maîtresse et qu'en fait, il s'agissait de faire un autre genre de triangulaire amoureuse. Je vous remercie en tant que quadragénaire pour le clin d'œil au titre quand même, parce que mais vous êtes fou, moi j'avais pas entendu ça depuis 30 ans. Je pensais que votre génération avait échappé à ça. Je ne sais pas si ce qu'il ne faut peut-être pas lancer. C'est un titre d'un rappeur belge des années 80, mais vous êtes fou. Demain, Benebi en personne sera là à l'avant-première. À Paris. Je l'annonce sur Alsace. C'est le scoop de Alsace ce soir. Il sera là à Paris. Je plaque tout et je viens à Paris découvrir ce film. À demain alors. Pour retrouver l'idole de mon enfance. C'est votre premier film, Audrey, on vous a connu journaliste, scénariste, réalisatrice, éditrice. C'est premier film, enfin c'est votre premier long métrage. C'est quoi comme première expérience? Du coup, ça donne envie d'en refaire ou vous allez continuer à papillonner partout? Tout de suite. Ah oui, non, c'est vrai que mon chemin n'est pas très cohérent maintenant que vous me le faites remarquer. Je ne vous juge pas. Non, mais peut-être que... moi, je trouve que se trouver, c'est toujours un chemin, en fait. Et puis, j'aime bien les expériences différentes. Là, en l'occurrence, ça fait quand même quelques années que je suis scénariste, donc je me rapprochais sensiblement de la caméra. Et ah oui, moi, si on me laisse faire, je vais recommencer. On demande leur avis au réel sur les acteurs généralement, mais là, l'acteur, il a plus d'expérience en l'occurrence. Et comment ça a matché dans ce film? On est comme dit sur un registre très particulier d'intime, de silence. Je pense que c'est un travail qui se fait collectivement. Après, il y a toujours quelqu'un qui est à la barre du truc, parce qu'il faut un metteur en scène, ça c'est indispensable. On ne peut pas laisser le truc partir un peu en sucette. Mais j'étais assez surpris parce qu'il y a quand même une grande maîtrise de la part d'Audrey. Il faut quand même gérer 40 personnes. En plus, ça c'était un décor un peu en huis clos, souvent dans l'appartement. Ça peut être assez étouffant, mais c'était absolument bien géré. De toute façon, ça se voit dans le film. Je veux dire, si ça ne fonctionne pas, ça va se ressentir dans le résultat final. Et puis surtout, on fait aussi le travail qu'on a fait avec Céline Salette que je votre épouse dans le que je trouve assez, c'est vraiment une partenaire incroyable comme femme et comme actrice. C'est vraiment de jouer avec, c'est très agréable, quoi. C'est à découvrir ce soir si vous courez très très vite là maintenant tout de suite à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg, demain à Paris avec Benebi, donc et sinon en salle le 24 avril et c'est très bientôt. Allez le voir vraiment. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau ce soir. Allez voir cet excellent film et Marine, je vous le conseille aussi. Vous irez, promis. On va parler sport dans un instant, rien à voir avec un gros programme au menu évidemment comme chaque lundi, tout ça juste après la pub. À tout de suite. Et tous les lundis soirs, on parle sport, évidemment, et c'est avec Marine Zis. Au sommaire de ce Top Sport, pas de basket ce week-end au Rhenus, mais du hand avec l'équipe de France qui était présente hier après-midi. Foot, on fera un retour sur le remake de la finale de la Coupe de la Ligue. Et puis en volley, le championnat n'est pas fini pour les Mulhousiennes, mais elles sont déjà assurées d'être premières au classement de cette saison. Et ce soir, on accueille des floorballers. Alors, je ne dis pas de bêtises, je leur ai demandé. Julien Lindenau et Lucas Coquillet, vous êtes tous les deux du club de Sentinelles de Strasbourg. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On va expliquer
à nos téléspectateurs tout à l'heure ce que c'est que le floorball. Juste avant ça, Mathieu, on parle de football. Ça, vous connaissez, un classique. Allez, rapidement, très rapidement. Alors, vous savez, on a droit à 30 secondes pour montrer les buts d'une journée de championnat. Il y en a eu 6 hier soir, c'est pas de bol. Marcus Thuram, de la tête, il faut courir très vite. L'égalisation strasbourgeoise, 2 petites minutes plus tard. Le ballon dévié par Ludovic Ajor au 6 mètres. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Guingamp, toujours en début de seconde période, avec qui reprend l'avantage par Lucado. L'égalisation strasbourgeoise, à nouveau signée, ouvrez grand les yeux, de la frappe de Persic. Ça fait 2 partout. Le Racing qui va même prendre l'avantage sur ce centre de Gonçalves. La reprise d'Ajor, son 8e but en Ligue 1 cette saison, 3-2 pour le Racing. Mais Guingamp égalise en toute fin de match sur cette tête en 2 temps de Sorbonne. Le Racing qui ne bouge pas au classement, toujours 9e avec ses 44 points. Les Strasbourgeois qui enchaînent un 2e match à domicile cette semaine. Réception de Montpellier, samedi 20h à la Méno, Marine. Je vous le disais tout à l'heure, l'équipe de France de handball qui était à Strasbourg ce week-end, au Rhenus hier après-midi exactement pour la 4e journée de qualification à l'Euro 2020. Les Bleus avaient perdu contre le Portugal au Portugal là-bas jeudi. Ils étaient donc au Rhenus hier pour la revanche. Regardez ces images. C'était un début de match où la France distance les Portugais de 4 buts en première période. Mais ils se font rattraper et ils n'ont plus qu'un but d'avance à la mi-temps, 16-15. Les Bleus peinent ensuite à creuser l'écart, mais ils haussent leur agressivité en fin de match. Et c'est grâce à Nedim Remili notamment et leur gardien Vincent Gérard qui ont été très efficaces en fin de match et qu'ils remportent du coup cette rencontre de 9 buts, 33-24. Les Bleus qui sont médaillés de bronze des derniers mondiaux reprennent donc la tête de leur groupe et devraient se qualifier sans trop de problèmes pour l'Euro qui sera donc en 2020. Il leur reste encore 2 matchs pour se qualifier, ça se passera en juin, Mathieu. On va parler basket, classique qui joue ce soir en championnat contre Bourg-en-Bresse. On s'est penché nous sur le cas de Souffelweiersheim, le 3e club alsacien dans la hiérarchie, Pro A, Pro B. Ils sont en National 1, toujours leader du championnat. Ils font un quasi sans faute cette saison. La Pro B, la montée en Pro B du coup se rapproche à grands pas. Il reste 6 matchs. Faux pas interdit. Ça se passait ce samedi soir, direction la salle des 7 arpents pour le sprint final du championnat. On monte toujours des actions offensives. Parole à la défense dans cette action. La défense, la marque de fabrique de Souffel. Mais image trompeuse, Souffel a beaucoup souffert en première période contre une très belle équipe du Rueil. Ça joue plutôt bien, ça défend fort, ça joue vite surtout et ça a beaucoup d'adresse à 3 points. Il faut un festival d'Anthony Labanca, 15 points en première mi-temps et une flopée de paniers primés pour maintenir Souffel dans le flot et 2 petits points d'avance à la pause pour les Souffelois qui vont devoir cravacher en deuxième mi-temps. Il faudra tout le métier de la troupe de Stéphane Berlin pour faire le trou et enfin décrocher cette équipe de Rueil sur la fin du 3e quart-temps. Le talent des Souffelois a fait la différence, 25 points pour Bas, 15 points pour Franck Choubaï. La shoot au buzzer pour Aldo Curti à la fin du 3e. Aldo Curti, la passe aveugle pour Jason Bach. Souffel qui s'impose finalement 91-79. Un petit pas de plus vers la montée. En tout cas, un gros pas de fait. Et écoutez, Franck Choubaï, pas mécontent justement de s'être sorti de ce mauvais pas. L'équipe qui joue très bien ensemble, ils sont très viciés à jouer, ils bougent bien la balle et ils sont très adroits. Mais en deuxième mi-temps, on a su imposer notre rythme, on a fait les stops et ça nous a donné du rythme en attaque. Là, on est juste à la fin de la phase aller, il faut rester concentré, gagner les matchs, doubler d'énergie et rester toujours solidaire en attaque comme en défense. Et après, on va enchaîner. Et ça commence à sentir vraiment bon pour Souffel. Regardez le classement de cette Nationale 1. Les Souffelois toujours en tête du championnat avec 2 défaites seulement. Une victoire d'avance sur Le Havre. La seule équipe quasiment à pouvoir les rattraper. Souffel qui recevra Le Havre, c'est dans 3 semaines. Et les 5 autres matchs, évidemment, il ne faudra pas se rater. Mais ça commence tout doucement à sentir très bon la montée pour la troupe de Stéphane Eberlin, Marine. On passe au volley. On vous l'a annoncé la semaine dernière, Magali Magaille, à la tête de l'équipe de la SPTT Mulhouse depuis 14 ans maintenant, va céder la main. Et ces matchs se comptent justement sur les doigts de la main. Il lui reste encore 3 matchs minimum et jusqu'à 11 si les Mulhousiennes vont en finale. Avant la rencontre de ce week-end face à Paris-Saint-Cloud, Vincent Bessière a fait un petit tour dans les gradins et puis du côté des joueuses pour avoir un petit peu leur réaction suite à ce départ. Écoutez-les. Alors, Magali, c'est une personne qui m'a beaucoup apporté personnellement. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a depuis 5 ou 6 ans. Après là j'essaie de pas trop y penser parce que j'ai encore une fin de saison à finir avec elle. Voilà. J'y pense pas trop, j'ai envie de finir en beauté avec elle et voilà. Pour moi, la SPTT sans Magali, ce n'est plus la SPTT. Le nouveau coach, on le connaît, c'est un Italien, il s'appelle François Salvani. Il a notamment gagné un titre européen. Et alors cette nouvelle, vous l'entendez, elle a fait quelques déçus, mais elle a été aussi un petit peu appréciée. On a été surpris, naturellement, mais bon, pour moi, personnellement, c'est la suite logique. Bien sûr, elle va beaucoup nous manquer, parce que Magali, sur le parquet, c'est un personnage. Elle a tout donné, elle était super, mais bon, je pense que, voilà,
faut changer un petit peu. On verra. Les équipes, au fur et à mesure, elles connaissent notre jeu. Et donc maintenant, avec un nouvel entraîneur, on espère que tout le jeu va changer et qu'on accède aux plus hautes marches européennes. Changement de coach ou pas, les supporters devraient toujours être nombreux au Palais des Sports. Il y en avait justement un supporter qui était très très jeune ce samedi. Regardez cette photo, il avait seulement 6 jours. Donc voilà, il y a de tout âge au Palais des Sports, Mathieu. De plus en plus jeune. On passe quand même au résumé du match. Ouais. Allez. Donc c'était un match à domicile contre Paris-Saint-Cloud avec un premier set qui était plutôt serré, 11-11 dans ce début de premier set. Puis les Mulhousiennes qui sont en rouge à droite de l'écran, elles ont infligé un 14-2 qui leur a permis de remporter le set haut la main 25-13. Ensuite, dans le deuxième set, Paris se reprend et mène de quelques longueurs, 15-19. Mais Mulhouse ne compte pas laisser échapper cette seconde manche et repasse devant 21-19. Et c'est le deuxième set qui est en poche, 25-21 pour les Mulhousiennes. Et puis à l'image des deux premiers sets, le troisième était à nouveau serré. Et à l'image des deux autres, c'est aussi les Mulhousiennes qui remportent ce set, 25-17. Victoire donc 3-0. Et après cette victoire, alors qu'il reste seulement 2 matchs pour les Mulhousiennes avant d'attaquer les playoffs, eh bien elles sont déjà assurées d'être premières au classement de cette saison. Écoutez justement leur entraîneur Magali Magaï. On finit première du championnat régulier, c'est arrivé peu de fois dans l'histoire du club. Voilà, maintenant on a envie de terminer en beauté, donc vraiment je suis centrée sur ces playoffs et voilà, je vais me donner corps et âme pour qu'on aille au bout. Puis le prochain match, déjà c'est demain pour la SPTT Mulhouse. Demain soir à domicile contre Saint-Raphaël et puis samedi à Venelle. Et puis ensuite ce sera les playoffs qui commenceront dès le 23 ou 24 avril. Ça dépend encore des résultats des autres matchs, Mathieu. Allez, on va passer au floorball avec nos invités. On va faire découvrir, si vous ne connaissez pas ce sport de cross qui va très vite. Avant d'en parler, je vous propose quelques images. Ça se passait ce week-end au gymnase du Heiritz à Strasbourg. Ça se joue avec une petite balle en plastique creuse. On a une crosse évidemment. Le terrain, c'est comme un terrain de handball avec une bande tout autour pour empêcher que la balle ne sorte quand elle reste à terre. On joue à 5 contre 5, plus un gardien, des buts adaptés dont on peut faire le tour, comme au hockey sur glace. Comme au hockey sur glace, on joue 3 fois 20 minutes. Comme au hockey sur glace, si on est passage, on va en prison. 2 minutes d'exclusion temporaire pour certaines fautes. Ça joue du coup extrêmement vite, ça va d'un but à l'autre. Peu de temps mort puisque la balle sort assez rarement. Il y a assez peu de fautes. Contact épaule contre épaule autorisé quand même. On peut quand même jouer un petit peu des coudes. C'est un bon résumé, c'est un cousin proche, éloigné du hockey sur glace. Oui, c'est un cousin très proche. Oui. En fait, à la base, les hockeyeurs pratiquaient leur sport sur glace en hiver et l'été, du coup, passaient sur le floorball. L'avantage, c'est que c'est évidemment beaucoup plus accessible. On n'a pas besoin, surtout en France où il y a quand même relativement peu de patinoires, là, un gymnase de but, dans l'absolu, l'équipement est beaucoup plus simple. Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est un sport qui est très ludique, qui permet aux débutants de progresser très rapidement. Moi, je donne aussi des cours au SWAPS à Strasbourg du floorball et ça, je le vois avec mes élèves qui des fois arrivent, qui ne connaissent même pas l'activité, même pas le hockey dans sa généralité. Et tout de suite, la progression est très rapide. Au bout de 3-4 mois, on arrive à faire de belles choses, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, avant vous disiez, ils passaient quasiment tous par le hockey parce qu'ils faisaient ça le reste du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on passe forcément par le hockey avant de faire du floorball ou pas du tout? On débute comme ça On peut débuter comme ça. Après, il faut aimer la crosse. Mais on peut commencer le floorball directement. On a avantagé si on en a fait avant du hockey, forcément. Ça aide. Lucas, vous êtes un bon exemple parce que vous étiez hockeyeur, l'Étoile Noire jusqu'en championnat de France jusqu'au moins de 18, si je ne dis pas de bêtises. C'est quoi? C'est un prolongement vraiment naturel, enfin, dans le jeu, dans l'organisation tactique, ça se rapproche quand même beaucoup. Ça se rapproche beaucoup quand même, notamment dans la mise en place tactique des matchs. Comme vous l'avez dit, c'est du 5 contre 5. Il y a un gardien, il y a 2 lignes, 3 lignes au plus haut niveau et après c'est quand même, il y a une différence, notamment on est sur un sport qui est beaucoup plus athlétique, mais ça se rapproche et c'est vrai que c'est vraiment une continuité aujourd'hui. Parce qu'il y a peu de temps mort, comme la balle sort peu, on joue, on voit les changements, on fait des changements constamment, ouais, c'est extrêmement physique au sens contact, mais surtout au sens cardio, ça cavale. Cardio, aujourd'hui je pense que c'est l'un des sports les plus cardio en termes en sport collectif. Je pense que c'est... Ouais, ça joue vite. Après, le fait de pouvoir changer rapidement, ça permet aussi de récupérer un petit peu sur le banc. Nous, en étant des petites équipes, on n'a pas une profondeur de banc très importante. En Suisse, en Finlande ou en Suède, où c'est des sports qui sont beaucoup plus développés, on arrive jusqu'à 3 lignes sur le banc.
Nous, ce week-end, on était 2. Donc, Vous avez eu du mal, mais justement, à trouver des personnes, à attirer des gens pour le floorball? Ouais, vu que c'est un sport qui n'est pas encore super connu, on cherche un petit peu. Comment on peut espérer le développer ce sport? Enfin, on se dit que c'est très adapté au sport scolaire parce que dans l'absolu, il faut quand même pas forcément beaucoup d'équipements. On peut jouer en mixte, je pense, pendant longtemps. Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est de développer ce sport comme dans certains pays où c'est quasiment, enfin dans les pays nordiques où c'est un sport très très présent dans la société. L'idée, elle part justement du développement par le sport scolaire parce que c'est un sport aujourd'hui qui est accessible à tout le monde et même très rapidement, même pour les enseignants. On sait qu'aujourd'hui, avec le nouveau système scolaire en place, les enseignants peuvent proposer on va dire une pédagogie adaptée pour que tous les enfants puissent toucher à ce sport très rapidement. Après, c'est vrai qu'à Strasbourg, on n'a pas encore de section jeune, mais ça arrive. Je crois que c'est le plus gros projet aujourd'hui qu'on a dans le club pour attirer, parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs interventions dans des écoles, dans des stages pendant les vacances scolaires, où les jeunes ont tout de suite accroché sur un groupe de 30, 35. Il y en a 30, il y en a 5 qui sont de côté, qui ne sont pas vraiment intéressés. Et puis après, le reste, ils sont passionnés, ils ont envie de jouer, ils ont envie de... Bon, on se dit que c'est ludique, il y a la crosse, il y a le but, enfin on a envie de... C'est ça, ouais. Vous êtes prof de sport, appelez-nous, on fera suivre, développer le floorball. On parlait tactique tout à l'heure, il y a aussi pas mal de techniques. Je suis allée un petit peu fouiller sur YouTube, j'ai trouvé quelques images assez sympas de buts, regardez, puis on en parle après. Qu'on peut voir faire en match, ça, ou c'est carrément pas autorisé? C'est presque tout, sauf monter la crosse au-dessus du genou, ce qui est considéré comme une faute. Mais pour après, pas toucher l'adversaire. Ouais. C'est extrêmement tactique aussi parce que, moi je voyais sur les images que je suis allé faire samedi, du coup j'ai découvert ça samedi. Il y a plein de passes qui sont quasiment à l'aveugle. Il y a des endroits du terrain où on sait qu'on va trouver un coéquipier, ou en tout cas il doit y avoir un coéquipier. Enfin, comme le terrain n'est pas très grand, mine de rien, à 10 dessus, il faut être les systèmes, les tactiques, ça doit être extrêmement précis, extrêmement cadré. On y travaille le mardi. Lucas justement nous prépare les entraînements. C'est des choses qu'on répète vraiment plusieurs fois pour nous les mardis soirs. Justement pour que sur le terrain ce soit le plus fluide possible et d'accéder rapidement aux cages. Après, place à l'aveugle, on évite quand même en général. Mais après, c'est vrai que, comme l'a dit Coco, Julien, pardon. C'est vraiment de travailler ça à l'entraînement le plus possible, de savoir où on va se placer, quelle course on va faire. Beaucoup de répétitions, que ce soit même à partir de l'échauffement, on part de là pour mettre des automatismes chez les joueurs et qu'il arrive en match à répéter les efforts et les mêmes courses pour qu'on puisse se trouver. Vous avez eu un aperçu de ce que Marine peut trouver sur internet lundi après-midi quand elle vient travailler ici. Elle a cherché plein d'autres choses, ça s'appelle la crème des réseaux, et c'est tout de suite. On commence avec la performance d'un cycliste alsacien. Il s'appelle Hugo Hofstetter et il a participé ce week-end à la course Paris-Roubaix. Son objectif c'était de finir dans le top 20. Et bien c'est mission accomplie pour lui puisqu'il a terminé 19e. Et puis il a même été dans les 5 premiers français. Dur quand même pour lui, vous le voyez là à la fin de la course. Il a dit dans le journal l'Alsace, j'ai fait une petite hypoglycémie, j'étais à moitié conscient sur le vélo. Et regardez ce que j'ai trouvé sur son compte Instagram juste après la course. Voilà, il s'est bien rattrapé. Bonne go, franchement, ça va beaucoup mieux après. On continue avec une visite, c'est celle de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle était à Mulhouse vendredi, elle a rencontré les basketteurs de Mulhouse et regardez, elle s'est prêtée au jeu. Alors, 1 sur 2 au lancer franc, bon elle a un petit peu triché pour elle, mais regardez son entourage qui n'était pas vraiment serein avant qu'elle tire. C'est toi qui m'as donné cette idée-là? C'était moi.
pas sûr, hein, c'était son attaché. Enfin, en tout cas, c'était quelqu'un de son cercle proche qui a priori pas trop confiance en elle, quoi. Il faut avoir confiance. On continue avec du foot. Et ces images-là, regardez, c'est des photos aux couleurs du Racing. Là, ça met l'eau à la bouche et il y en a un voilà, qui n'a pas pu s'en empêcher de le toucher, un petit enfant. Voilà. Et puis, côté terrain, il y en a un qui s'amuse durant le match, c'est Dimitri Liénard, regardez. Merci beaucoup Marine pour cette on peut jouer avec le public aussi, Oui, hein, voilà. tout est possible quand on s'échauffe, c'est beaucoup plus rigolo comme ça. On va terminer cette émission avec les Sentinelles de Strasbourg, le club de floorball qu'on vous a fait découvrir dans cette émission. Tout le monde peut venir vous rejoindre, enfin il y a une section, si on est débutant, on peut venir même en cours de saison, c'est possible. On peut venir à n'importe quel moment. Les mardis sont plutôt réservés à l'entraînement compétiteur et les vendredis, c'est vraiment consacré au loisir. Toujours de 20h à 22h, 24 rue Humann, à Strasbourg, Gymnase Pasteur. C'est ça, ouais, dans le quartier du Heiritz à Strasbourg. Si on veut être juste spectateur, vous organisez dans 3 semaines les playdowns de National 1, puisque votre équipe est au plus haut niveau français. Ça c'est 4 et 5 mai. 4 et 5 mai, toujours au gymnase du Heiritz. On attend encore les horaires, mais ça va pas tarder. Bonne continuation aux Sentinelles de Strasbourg. Si je ne sais pas comment ça se passe, si on veut développer ce sport encore un petit peu, qu'est-ce qui pourrait faire tilt chez les enfants? On parlait des scolaires, on parlait des enseignants. Quelles peuvent être les clés pour que ce sport prenne un petit peu en France? Si aussi on le savait. Ouais, en fait, c'est vraiment un sport qui est vraiment accessible à tout le monde. Ça permet de bien se défouler. Voilà, si on veut se dépenser sans trop de matériel et vraiment se faire plaisir, c'est un sport qui est accessible vraiment à tout le monde. Ça reste un sport d'équipe, donc on est là pour s'amuser tous ensemble. On est une bonne bande de copains depuis maintenant. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le club. Toi, ça le club fait est ouvert 10 ans. depuis presque 10 ans. Donc, c'est toujours le même noyau et puis ça tourne, l'ambiance reste bonne. On peut faire de la compétition, pas forcément à votre niveau, mais quand on débute et qu'on veut quand même faire de la compétition, c'est possible. Il y a différents championnats. Oui, d'ailleurs, nous, on a 2 équipes. On a donc l'équipe 1 qui joue au plus haut niveau français. On a une deuxième équipe qui joue au plus bas niveau français et qui a 8 matchs, je crois, seulement a joué que 8 matchs cette saison, mais ça permet d'avoir 8 matchs. En plus, c'est un championnat qui est mixte, il faut le savoir. Donc, filles et garçons peuvent jouer exactement au même niveau. Jusqu'en National 2, je crois, cette année. C'est ça, jusqu'en National 2. Les filles peuvent jouer aussi avec les garçons. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette discipline ce soir. Merci beaucoup Marine, on vous retrouve lundi prochain ou pas. On parle chocolat avec Nicolas Riffel, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'émission lundi prochain, c'est pour ça. La suite, c'est Nicolas Riffel, on parle de Pâques et de chocolat, évidemment, c'est Grain de sel. Détendez-vous devant Grain de sel avec les Spätzle et Knäpfle Traiteur Schneider, aux œufs frais et 100% préparés en Alsace. Déjà Mathieu, félicitations pour la super vitrine et la décoration de Pâques. Merci. C'est juste incroyable, c'est la première fois que je vois autant de déco dans une pâtisserie. Ça évolue chaque année comme ça? Alors tous les ans, on essaye on récupère d'année en année certains décors et puis tous les ans, on essaye de rapporter une touche de modernité, quelque chose de nouveau. Et puis on essaie toujours, on fait en sorte d'avoir des vitrines très achalandées, très gourmandes. Pour que les clients aient envie de rentrer dans le magasin. Elle existe depuis combien de temps cette pâtisserie? Alors cette pâtisserie, elle existe depuis très longtemps parce que mes parents avaient déjà repris cette affaire en 1982. Ok. Et moi-même, j'ai rejoint l'affaire familiale en 2011. Alors avant de revenir ici, tu étais au Japon. Oui. Déjà, comment tu y es arrivé au Japon? Avant d'arriver au Japon, j'ai travaillé sur Paris, chez Pierre Hermé, pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Et M. Hermé m'a proposé un jour de reprendre une de ses boutiques sur Tokyo. Il recherchait un chef pâtissier français. Donc, suite à cette proposition, j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Aventure incroyable. Voilà, j'ai toujours envie de partir à l'étranger, que ce soit les États-Unis ou en Asie. Donc là, en un mois, tout était bouclé, j'étais parti. Alors, c'était comment au Japon? C'est une très bonne expérience, et que ce soit professionnellement. Et surtout, j'ai pu découvrir beaucoup de nouvelles saveurs, beaucoup de produits très intéressants qu'on ne trouve pas forcément beaucoup en France. Ouais. Maman et papa sont toujours là aussi. Voilà, c'est ça. Donc mes parents sont toujours encore dans l'affaire. Mon père travaille toujours encore au laboratoire,
qui lui s'occupe beaucoup de tout ce qui est du poste du tour, c'est-à-dire la viennoiserie, du four également. Et puis ma mère aussi qui est un peu voilà, un peu moins en boutique en ce moment, qui s'occupe un peu plus de tout ce qui est administratif au bureau. Mais voilà, on est bien content de les avoir. Vous êtes combien derrière en pâtisserie? Alors en pâtisserie, on est 13 personnes avec les apprentis. D'accord. Alors comment ça se passe pour ce type de création-là? Comment vient l'idée de faire une voiture en forme de carotte avec une tête de lapin? Alors on va dire 7-8 ans que c'est un sujet qu'on revient. Voilà, qu'on revient, que les gens ils apprécient beaucoup. Ouais. Et bon, tous les ans on essaye un petit peu de le moderniser, de changer un peu la tête, de le faire un petit peu différemment, un peu dans la continuité de la gamme. C'est un peu une mascotte. Voilà, c'est ça. On part sur un moule qui a la forme de la carotte. Donc en fait, il est d'abord moulé en chocolat blanc et ensuite en chocolat en lait. Un petit peu dans l'esprit on va dire, d'une bière surprise. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite, on le pulvérise avec un chocolat et du beurre de cacao orange pour donner un peu la couleur de la carotte. La carotte, ok. Voilà. Ensuite, on y met également les roues qui sont aussi faits à partir d'un moulage. Ok. La tête également à partir d'un moulage. Ensuite, il y a un petit travail de détaillage, d'abaisse et de détaillage pour les oreilles, pour les cheveux qui sont faits en pâte d'amande, les petites joues également. Et la petite dernière chose, l'écharpe. Oh, qu'il n'est pas trop froid. Et voilà, comme ça. Petit lapinou. Également. Ici, elle est magnifique. Tu peux la sortir, s'il te plaît? Alors, moi, je ne le fais pas, j'ai peur de le casser. J'ai essayé de la sortir sans la casser. Sur ce montage-là, c'est un travail 100% manuel qui est fait avec des moulages, avec... Comment tu as fait la corne? En fait, on est parti sur on a un moule en forme de cône. Ouais. Donc on l'a simplement moulé. Et ensuite, une fois qu'il était dur, on l'a démoulé. Et ensuite, on a étalé de la pâte d'amande en boudin très fin. Génial. Et on est venu enrouler cette pointe voilà, avec de la pâte d'amande. Génial. Et après, tout le travail des fleurs, comment ça se passe? Alors tout ça, c'est de la pâte d'amande. D'accord. Donc voilà, donc là, on travaille quand même en porte-pièce. Ensuite, avec... pareil pour les oreilles? Pareil pour les oreilles, avec comment dire, du chocolat coloré pour faire l'intérieur des fleurs, pour ramener un peu de couleur. Cuisine et créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel. Pachamama. Tes enfants sont tous rassemblés ici afin de t'honorer et te remercier pour ces belles récoltes. Notre waka protège notre village, le plus précieux de nos trésors. London Eden, j'ai cramé mes ailes. One coffee, please, my dear. Quand on m'appelle, je dis que je règne sur Londres, mais j'ai menti. Ici, mon café est rempli de larmes.